Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le module 5. Celui-ci aborde plus en détail les pompes pour les systèmes de conduite. Rappelez-vous qu'ici au Canada, on utilise beaucoup les pompes dans les réseaux de distribution et de transmission de l'eau. C'est donc important de connaître leur fonctionnement. Dans ce module, nous verrons plus en détail les pompes, surtout leur conception et leur sélection optimale. Utiliser une pompe centrifuge dans un système nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs importants. En plus des facteurs hydrauliques du projet, le débit, la hauteur requise, etc., nous devons aussi connaître certaines caractéristiques importantes des pompes. Cela inclut la courbe d'efficacité et la courbe du système. Il faut aussi savoir comment bien concevoir et sélectionner une pompe. En outre, il est important d'éviter le phénomène de cavitation qui a tendance à abîmer les pompes. Nous aborderons tous ces sujets dans le module d'aujourd'hui et nous verrons un aperçu rapide des turbines. Sur cette photo, vous pouvez voir le réservoir Rosemont. C'est le plus grand réservoir de Montréal. Commençons par les performances des pompes centrifuges. La performance d'une pompe peut être décrite avec plusieurs paramètres qui sont chacun en fonction du débit. Ainsi, on aura toujours notre débit en abscisse dans la courbe de performance et une des 5 autres valeurs qui sera en ordonnée. Premièrement, on a la charge hydraulique en fonction du débit. Plus le débit est faible, plus la pompe pourra fournir une charge hydraulique importante. À mesure qu'on augmente le débit, la charge hydraulique que la pompe pourra fournir va diminuer. Voici une courbe typique comme nous allons en voir plusieurs au cours de ce module. Nous verrons comment la construire et comment s'en servir afin de choisir le meilleur équipement et paramètres pour un système donné. La puissance hydraulique de la pompe, ou WP pour Water Power, est le produit du débit et de la charge hydraulique. La valeur de K est liée à l'unité du débit. Comme on peut le voir, si Q est en litres par minute, cette valeur est de 6116 et si Q est en mètres cubes par seconde, elle est de 0,102. L'efficacité de la pompe est l'énergie transmise à l'eau par rapport à la puissance au frein que fournit la pompe. Son efficacité va donc être faible au début. À mesure qu'on augmente le débit, elle va atteindre un maximum pour ensuite diminuer. C'est important de connaître ce type de courbe quand on fait la sélection d'une pompe, car on veut choisir une pompe qui va fonctionner à son niveau d'efficacité maximale pour éviter de dépenser de l'énergie inutilement. Une courbe particulière sur laquelle nous voudrions attirer votre attention est celle du NPSH, pour hauteur d'aspiration effective requise. C'est une caractéristique importante de la pompe. Lorsque viendra le temps de choisir une pompe, il faudra que votre point d'opération, à savoir le couple charge hydraulique-débit, soit au-dessus de la courbe du NPSH. On en parlera plus en détail dans les diapositives suivantes. Cette NPSH est une mesure de la pression subie par un fluide du côté aspiration d'une pompe centrifuge. C'est utilisé pour éviter de faire fonctionner une pompe dans des conditions favorisant la cavitation. C'est le fabricant qui va mesurer ces valeurs et qui va nous les fournir sous forme de courbe. Ainsi, quand vous devrez sélectionner une pompe, il faudra parcourir les différents catalogues pour obtenir ces informations. S'il vous manque des informations ou si vous voulez calibrer la courbe de votre pompe pour une efficacité de la pompe connue, on peut calculer la courbe de la pompe avec l'équation ici que nous avons vue dans le module 4. Il faut noter que pour tracer la courbe, on doit assumer plusieurs valeurs de débit différentes et calculer le HP correspondant à chacune de ces valeurs. Vous pouvez voir une illustration de ce processus sur la figure ici. Les points bleus sont les points débit-charge calculés. La courbe de la pompe est ensuite approximée en assumant une relation linéaire entre les points calculés. On peut calculer le débit du système avec la pompe si HP est donné. Voyons comment faire. Ici, nous avons un réservoir avec une surface qui ne varie pas. Notre sortie est en haut à droite.
il y a toujours de l'eau qui sort et qui rentre dans le réservoir, de sorte que la hauteur de pompage est toujours la même. Entre les sections 1 et 2, on a une pompe qui va pomper de l'eau du réservoir jusqu'à la sortie. Dans l'équation, la charge hydraulique de la pompe et ΔZ sont connus. Les paramètres du côté gauche de l'équation sont connus. Nous recherchons la valeur de la vitesse ou du débit. Comme les pertes de charge mineures et majeures sont liées à la vitesse, il nous faut faire le processus d'essai et d'erreur comme pour l'équation dans les conduites. La solution est donc ici aussi itérative. Voici les étapes à suivre. On va d'abord assumer qu'on est en régime entièrement turbulent et on va calculer F avec epsilon sur D. On va ensuite calculer HL et HF en fonction de la vitesse. Notez que l'équation de la continuité peut toujours être utilisée pour trouver la relation entre les vitesses dans le cas où la section efficace est modifiée dans le système. Dans l'équation, la seule inconnue est la vitesse. Avec la valeur de la vitesse, on va maintenant corriger F à l'aide du nombre de Reynolds et d'epsilon sur D en utilisant le diagramme de Moody. On recalcule ensuite la vitesse avec le F modifié et on continue l'itération jusqu'à convergence, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de deux valeurs successives de vitesse identiques ou relativement proches. Malheureusement, dans la réalité, HP n'est pas donnée car elle dépend du débit. La relation entre HP et Q est habituellement donnée par le manufacturier sous forme de courbe comme vu précédemment. Voici les étapes pour tracer la courbe du système. On commence par assumer une valeur pour HP. On calcule ensuite le Q comme dans l'exemple précédent. On assume une nouvelle valeur de HP et on recalcule Q. On répète cela pour plusieurs valeurs de HP. Avec les résultats, on trace le graphique de HP en fonction de Q. On obtient ainsi la courbe du système. Le débit opérationnel du système se trouve à l'intersection entre la courbe de la pompe et la courbe du système. Voici cela à quoi ressemble graphiquement. La courbe du système en bleu et la courbe de la pompe en rouge se croisent en un seul point, qui est donc le point d'opération. C'est un duo pompe-système. Il est à noter que la courbe du système peut aussi être trouvée en assumant des valeurs de Q et en calculant les HP respectifs. Cela peut même être plus rapide car le F pour tous les Q peut être trouvé directement à partir de Reynolds. Voici un exemple pour illustrer le protocole vu dans les diapositives précédentes. Un réservoir a une élévation de 200 mètres et délivre de l'eau à un réservoir de service à une élévation de 80 mètres, au travers une conduite de 20 km ayant un diamètre de 500 mm et un epsilon de 0,03 mm. Les pertes de charge locales sont représentées par 20 vitesse au carré divisé par 2G, tandis que le débit est de 410 litres par seconde. Ça, c'est sans la pompe. Une pompe est installée dans la conduite. Déterminer le nouveau débit et la puissance consommée par la pompe selon les caractéristiques suivantes présentées au tableau. On note d'abord les données importantes qui nous aideront à résoudre l'exercice. Ici, le tableau fournit 5 points qui vont nous permettre de tracer la courbe de la pompe, ainsi que la courbe d'efficacité. Pour trouver le débit demandé, il faut d'abord trouver le point de fonctionnement ou point d'opération de la pompe dans le système hydraulique des deux réservoirs. On commence par tracer la courbe de la pompe. On trace ensuite la courbe du système. Le point d'intersection des deux courbes nous indique la charge et le débit du point d'opération. Enfin, on peut trouver la puissance consommée, P-in. La courbe de la pompe étant déjà fournie dans la question, nous commençons avec la courbe du système. Pour la courbe du système, on utilise l'équation de l'énergie entre les deux réservoirs. Une fois l'équation de l'énergie simplifiée, on a deux choix pour tracer la courbe du système.
Soit on assume différentes valeurs de Q, soit on assume différentes valeurs de HP. Si on assume un Q de 410 litres par seconde, on trouve un HP nul. Ceci tout à fait normal, car l'énoncé stipulait que le débit du système était de 410 litres par seconde avant d'y ajouter une pompe. Maintenant, on va tenter de trouver un deuxième point pour la courbe. On assume un Q égal à 450 litres par seconde et on trouve donc un HP de 24,58 mètres. On fait la même chose pour Q égale à 500 litres par seconde, ce qui donne un HP de 57,09. Nous avons maintenant 3 points pour tracer la courbe du système. On refait le processus pour trouver d'autres valeurs avec un Q assumé. Nous sommes maintenant prêts à tracer les deux courbes et trouver le point d'opération. La courbe de la pompe en gris et la courbe du système en orange se croisent à un point d'opération et donnent un débit de 465 litres par seconde et un HP de 31 mètres. On peut aussi interpoler linéairement la courbe d'efficacité de la pompe pour le débit ou la charge obtenue. De cette manière, on obtient une efficacité de 60%. On peut aussi utiliser la deuxième approche, c'est-à-dire assumer des valeurs de HP afin de calculer le débit. Néanmoins, cette approche requiert des solutions itératives et peut être donc un peu moins efficace. Ici, nous avons assumé un HP de 20 mètres, ce qui donne un débit correspondant de 447 litres par seconde. On refait le même processus pour un HP de 30. On recommence le processus pour un HP de 50 mètres, puis pour un HP de 80 mètres. Et enfin, on fait la même chose pour un HP de 120 mètres. On a maintenant tout ce qu'il faut pour construire la courbe du système grâce aux 5 points débit-charge trouvés. On peut voir que le couple QHP est similaire à ce qui avait été trouvé en utilisant la première approche. Afin de maximiser l'efficacité d'une pompe, il faut construire un système avec un point d'opération dont le débit permettra une efficacité maximale de la pompe. Comme vous pouvez le voir dans la figure ici, le point d'intersection des courbes de la pompe et celle du système arrive à un débit qui correspond au maximum de la courbe d'efficacité. Cela est considéré comme un design optimal car nous obtenons un rendement maximal provenant de la pompe pour une quantité de puissance fournie. Certaines pompes peuvent fonctionner à différentes vitesses. Habituellement, les courbes des pompes sont données pour plusieurs vitesses sur un même graphique. Pour chaque vitesse, il y a une courbe de la pompe de HP en fonction du débit et un débit pour lequel la pompe a une efficacité maximale. Comme nous l'avons vu, pour avoir une bonne conception, le débit du système doit être proche de ce débit. On a vu que pour chaque pompe, il y a un maximum d'efficacité et que c'est important de choisir notre pompe pour que notre point d'opération, le débit avec lequel on fonctionne, soit dans la zone d'efficacité maximale de la pompe. Normalement, la vitesse spécifique est définie comme le point optimal d'efficacité opérationnelle. En pratique, les pompes à vitesse spécifique élevée sont généralement utilisées pour les gros débits à basse pression, tandis que les pompes à faible vitesse spécifique sont utilisées pour fournir de petits débits à haute pression. En utilisant la vitesse spécifique, on peut vérifier si une pompe fonctionne près de son efficacité maximale. Pour sélectionner une pompe, il faut connaître deux choses: la capacité de design du système, donc le débit de design, et la charge hydraulique du système HP, qu'on sait maintenant calculer. Pour sélectionner une pompe, il faut donc calculer la vitesse spécifique NS et vérifier si la pompe fonctionne près de son efficacité maximale. On se base sur NS pour choisir la pompe. On rencontre trois cas.
Si NS se situe entre 10 et 70, on choisit une pompe centrifuge. Si NS se situe entre 70 et 165, on choisit une pompe à écoulement mixte. Et si NS est plus grand que 110, une pompe à écoulement axial peut être choisie. On peut voir qu'il existe un chevauchement pour des valeurs de NS comprises entre 110 et 165. À ce moment-là, les deux choix peuvent s'avérer bons. Il faut regarder les paramètres spécifiques et détaillés de chaque option disponible. En examinant la formule du NS, on peut déduire que si on a un débit élevé, le NS est élevé, et que si on a un HP élevé, le NS est faible. Voilà pourquoi différentes valeurs de NS sont associées à certains types de pompes plutôt qu'à d'autres. Parfois, certaines courbes de pompe sont données pour de multiples diamètres d'hélice, le tout sur un même graphique. La puissance y est aussi montrée. Ces graphiques sont couramment utilisés dans la conception d'un système hydraulique. Afin de mieux comprendre comment lire une courbe de performance d'une pompe centrifuge, voici une vidéo. Voyons maintenant un exemple. Une pompe centrifuge a une hélice de 60 cm de diamètre avec une largeur de sortie de 8 cm. Les palettes sont inclinées à 40 degrés en fonction de l'hélice et occupent 15% de l'aire de sortie. On vous demande de calculer le NS si l'efficacité est de 80% ou de 0,8 et de vérifier si la pompe a bien été choisie. Le débit est de 0,8 m3 par seconde à 1200 révolutions par minute. On note que pour cet exemple, on a déjà calculé le HP qui vaut 93 mètres et ceci a été fait au module 4. Notons les données clés qui vont nous permettre de résoudre l'exercice. En appliquant l'équation des pompes centrifuges et en substituant les valeurs connues, on trouve un HP de 93 mètres. On peut ensuite utiliser cette valeur pour trouver NS. On obtient un NS de 35. Puisque NS se trouve entre 10 et 70, une pompe centrifuge est un bon choix pour cet exemple. Nous avons vu que les pompes peuvent être choisies selon leur vitesse spécifique. Le graphique ici montre l'application des différents types de pompes. On a le Q en fonction du HP et la puissance pour différentes pompes. Une fois qu'on a le couple QH, le manufacturier fournit les spécifications de la pompe. Cela ressemble à cette figure présentée ici. Bien sûr, il existe différents modèles de pompes selon le domaine d'application. Si par exemple, on a besoin d'une pompe fonctionnant à 200 m3 à l'heure avec une charge hydraulique de 10 mètres, on choisirait la pompe 4P, 4R, SP6K ou encore la 6U. On peut se demander maintenant laquelle de ces 4 pompes est la meilleure. Cela va dépendre de l'efficacité de la pompe. Donc, si on se trouve dans la zone d'efficacité maximale, c'est un bon choix. Mais si vous êtes en dehors, il faudra reconsidérer notre choix. Il existe différentes ressources en ligne pour trouver une pompe adaptée aux conditions de notre projet. Voici par exemple une entreprise qui a mis plusieurs catalogues en ligne à disposition pour permettre une bonne sélection de pompes. Si on fait une recherche sur le site, on tombe sur une page qui nous aide à choisir une pompe. Il suffit d'indiquer le débit dans l'unité de notre choix et la pression souhaitée pour obtenir la liste des différentes pompes pouvant convenir à notre projet. Cela nous donne également les débits, les charges hydrauliques, pression maximum, et on peut voir les courbes grâce au bouton d'information. C'est les courbes d'efficacité, de la pompe, etc. Par exemple, pour un débit de Q égale 50 m3 par seconde et un HP de 50 mètres, le site nous propose une large gamme de pompes possibles. On peut les comparer
pour sélectionner la meilleure pompe selon son efficacité pour le projet. Voyons maintenant la cavitation. La cavitation est un phénomène qui se produit lorsque la pression du fluide diminue sous la pression de vapeur saturée. Le fluide commencera donc à bouillir. Cela créera des bulles sur le côté des palettes à l'endroit où la pression est basse. Les bulles vont se déplacer ensuite vers des régions où la pression est élevée, et cela provoque un éclatement rapide des bulles qui va augmenter la pression de vapeur. On aura instantanément une pression très élevée et une onde de choc. Même si ce processus est court, un grand nombre de bulles peut causer de sérieux problèmes et réduire la performance de la pompe. Cela amène aussi des vibrations, du bruit et de la corrosion. La cavitation peut même se produire dans des déversoirs de barrage et entraîner la destruction du barrage au complet. Afin de prévenir cela, la pression doit toujours être au-dessus de la pression de vapeur saturée. La hauteur d'aspiration effective requise, NPSHR, est la quantité d'énergie requise pour prévenir la formation de cavités remplies de vapeur au centre de la roue mobile, c'est-à-dire au point de succion. L'acronyme NPSH signifie Net Positive Suction Head. NPSH est la différence entre la pression absolue à l'entrée divisée par ρg et la pression absolue des vapeurs divisée par ρg. La vapeur P, vapeur ρ fois G, dépend de la température de l'eau. Généralement, la valeur du NPSH est fournie par le manufacturier de la pompe. Il faut simplement s'assurer que la pression à l'entrée est suffisamment grande pour ne pas causer la cavitation. On peut utiliser l'équation de l'énergie entre la surface de l'eau et l'entrée de la pompe pour calculer la pression à l'entrée de la pompe. On peut donc fixer une élévation Z maximale pour éviter la cavitation. On peut aussi estimer NPSH critique à l'aide de la vitesse spécifique NS. On utilise alors cette équation. En résumé, voici le processus de calcul pour éviter le phénomène de cavitation. On commence par calculer la vitesse spécifique NS. Par la suite, on calcule le sigma critique, c'est-à-dire le paramètre critique de cavitation. Une fois que c'est fait, nous pouvons estimer le NPSH critique et ainsi trouver l'élévation maximale Z qui permet de limiter le risque de cavitation. Voyons un exemple ensemble. On souligne d'abord les informations importantes. La première étape est de trouver la charge que la pompe fournit au système. En considérant l'équation de l'énergie et en omettant les pertes de charge locales, telles que mentionnées, nous trouvons un HP de 40,03 mètres. En plaçant le point Q à 70 litres par seconde et le HP à 40,3 mètres sur les graphiques de pompe, on peut choisir la pompe 3. On choisit un N égale 3850 RPN pour une efficacité approximative de 58%. En connaissant la vitesse de rotation, le débit et la charge, on peut calculer la vitesse spécifique qui est de 63,68. On calcule aussi le NPSH critique qui est de 9,32 mètres. Voyons un autre exemple qui nous demande de trouver l'élévation maximale de la pompe afin d'éviter la cavitation. On commence par écrire l'équation de la conservation d'énergie entre la surface du réservoir et l'entrée de la pompe, soit entre le point 1 et 2. Rappelons que pour éviter la cavitation, on doit avoir une pression assez élevée pour que l'inéquation présentée ici soit respectée. Souvenez-vous, P inlet est la pression absolue.
Elle comprend donc la pression atmosphérique. Cela veut dire que même si le point P1 est à la surface du réservoir, la pression à cet endroit n'est pas nulle, mais vaut plutôt 101,3 kPa, tel que mentionné dans l'énoncé. En isolant le terme de P inlet dans chacune des deux équations du haut et en combinant les équations en une seule, on obtient la hauteur Z en fonction du NPSH critique. À la dernière ligne, Zmax a simplement été isolé afin de faciliter les calculs de la partie de droite dans l'inéquation. On calcule ensuite les autres termes. Une fois que chaque terme a été trouvé, on peut enfin calculer l'élévation maximale de la pompe qui nous permet de réduire les phénomènes de cavitation. Parlons un peu des turbines maintenant. Les turbines permettent de prendre de l'énergie au système, de l'énergie hydraulique, et de la transformer en une autre forme d'énergie, électrique par exemple. Elles jouent donc le rôle inverse d'une pompe qui, elle, fournit de l'énergie au système hydraulique en y fournissant de l'énergie électrique. Il y a trois principaux types de turbines, à écoulement radial, à écoulement axial et la roue de Pelton. La turbine Pelton est un type de turbine hydraulique utilisée dans les centrales hydroélectriques. Elle a été inventée en 1879 par Lester Alan Pelton en Californie. Cette turbine est du type à action, car l'énergie potentielle de l'eau venant d'une conduite est transformée en énergie cinétique par l'action d'un jet d'eau sur les auges de la roue. Une turbine à écoulement radial est une turbine où le fluide s'écoule radialement par rapport à l'arbre. Cela conduit à moins de contraintes mécaniques et thermiques, surtout lorsque les fluides sont chauds, ce qui permet à la turbine radiale d'être plus simple, plus durable et plus efficace, avec une plage de puissance identique, si on la compare aux turbines axiales. Cependant, pour les gammes de puissance élevée, c'est-à-dire plus de 5 MW, les turbines radiales ne sont plus compétitives, du fait qu'on ait des rotors lourds et coûteux, sans compter que leur rendement est le même que les turbines axiales. Comme pour les pompes, les turbines sont choisies selon la vitesse spécifique. Celle-ci est calculée grâce à la vitesse de rotation, la puissance et la charge. Voici comment on choisit la turbine selon le NS. Si NS se situe entre 8 et 80, on choisit une roue Pelton. Si NS se situe entre 55 et 320, on choisit une turbine à écoulement radial. Et si NS se situe entre 250 et 750, on choisit une turbine à écoulement axial. Cela signifie que, pour la roue Pelton, on a une charge élevée et un débit faible à modéré. Pour une turbine à écoulement radial, on a une charge modérée et un débit modéré. Et, pour une turbine à écoulement axial, on a une charge faible avec un débit élevé. Voici ce qui termine le module 5. Vous savez maintenant comment bien choisir une pompe. Nous vous souhaitons une bonne semaine de travail à tous.